En attendant que vous réfléchissiez, donc j'ai une première question à Sophie. On a bien compris, il ne s'agit pas d'une ménopause précoce. Bon. Ce qui nous importe, nous, c'est en fertilité, c'est la possibilité de la grossesse. Alors, dans le cas très précis de l'accélération de l'atrésie folliculaire, premièrement, est-ce qu'il est possible de faire un sauvetage donc de ces follicules? Et deuxièmement, où se place le côté âge dans cette histoire-là? Parce qu'on nous a bien expliqué que c'était pas la même chose d'avoir une insuffisance ovarienne précoce à 20 ans que de l'avoir à 35 ans. La question est extrêmement difficile. Je crois que Joël va parler de la fertilité. Alors déjà, elle a trouvé que j'avais mis une diapositive sur la fertilité, donc si je réponds à la question, je pense qu'elle m'assassine, mais... On peut la laisser pour tout à l'heure. Hein. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun marqueur prédictif à l'heure actuelle pour dire à une patiente si oui ou non elle a une possibilité de récupération de sa fonction ovarienne. Ce que je veux dire par là, en dehors, effectivement, une adolescente qui a une aménorrhée primaire, là, la potentialité, c'est zéro. Hein, Mais une femme de 35 ans qui a une insuffisance ovarienne, il y a eu des études qui ont été faites donc par Philippe Touraine pour évaluer certains marqueurs, en particulier l'AMH, voir si ça pouvait avoir un intérêt. Et je crois que la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de marqueur fiable. Potentiel, il y a eu aussi des études qui ont mesuré la FSH tous les mois pour savoir si ça avait un intérêt. La réponse à l'heure actuelle, c'est non. Donc je crois que c'est d'ailleurs un message très ambigu parce qu'il faut leur conseiller une contraception à celles, parce que moi j'en ai eu qui sont venues, leur gynécologue leur avait dit vous serez jamais enceinte et elles étaient enceintes et ça s'est terminé par une IVG, ce qui est un peu dommage. Donc c'est un message très ambigu parce qu'il faut leur dire il y a un risque potentiel, donc utiliser une contraception efficace en sachant que c'est 1 à 2% probablement de grossesse spontanée. C'est rien sur les mécanismes d'accélération de l'atrésie sans... Ah oui, il y a une autre chose, c'est la possibilité de conservation. Alors il y a un exemple très précis que Marc connaît, d'une famille où, par exemple, une petite fille de 8 ans a l'anomalie des yeux, le blépharophimose, comme son père. Et donc on posait la question, est-ce que ça vaut la peine de conserver l'ovaire, puisqu'il est possible qu'effectivement, elle ait encore un stock correct, mais se pose la question... Comme le gène impliqué est démontré, c'est une mutation de FOXL2, est-ce que sa folliculogénèse n'est pas déjà altérée de base? Donc conserver en donnant un espoir, donc c'est très difficile à l'heure actuelle de donner une réponse. Mais c'est sûr que sur le plan scientifique, c'est intéressant de voir la folliculogénèse chez cette petite fille, mais il faut bien dissocier le côté scientifique et du côté thérapeutique. Ah, il y a des questions. Je le regrette. Est-ce que vous avez évoqué l'existence d'anticorps anti-ovaires, la recherche d'anticorps anti-ovaires? J'ai évoqué en disant que ça n'a pas de valeur prédictive suffisante pour faire un diagnostic d'auto-immunité. À l'heure actuelle, il y a eu énormément de bibliographie, énormément d'études, mais il n'y a pas de marque de dosage fiable. Autrement dit, si vos anticorps anti-ovaires sont négatifs, ça peut quand même être auto-immun et inversement. Allez-y, oui. Je voudrais juste avoir une petite explication à partir d'un cas clinique. Je ne suis pas généticien, donc c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai une patiente qui a eu un diagnostic de délétion partielle du chromosome X en faisant le karyotype systématique sur une IOP, et pour laquelle le généticien à qui je l'ai adressé en conseil a demandé une recherche de l'inactivation de l'X. Et il a mis en évidence un biais de l'inactivation qui montre que dans la majorité des cellules de la patiente, c'est ce chromosome délété qui est inactivé. Pourtant, elle exprime le phénotype d'insuffisance ovarienne. C'est comme ça que je l'ai recrutée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène? Oui, alors on a un cas... Vous m'écoutez? Vous m'entendez là? Oui. On a un cas comme ça, avec Sophie, d'inactivation préférentielle de l'X inactivé qui maintient l'X normal. Ça veut dire que pour le gène que nous recherchons, il faut 2 allèles pour avoir un ovaire normal. Donc il y a un problème d'haploinsuffisance.
J'ai 2 cas à l'heure actuelle d'insuffisance ovarienne prématurée, l'une de 30 et l'autre de 35 ans. Ce sont les femmes que je connais très bien, qui étaient sous pilule, qui arrêtent leur pilule pour un désir de grossesse, qui ont encore leurs règles les 2 et qui ont des FSH à 35, des AMH inférieurs à 0,50, un J2 montrant une échographie avec des petits follicules ridicules. Qu'est-ce que vous leur proposez? Parce qu'en fin de compte, un bilan naturellement que vous avez parfaitement décrit, mais vous venez de nous dire qu'il faut leur proposer une contraception, celles qui ne veulent pas de grossesse, bien entendu, mais le discours est très ambigu. Que leur proposez-vous finalement? Et surtout, quel traitement leur conseiller dans le cas d'une fertilité dont parlait Eric tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Est-ce qu'on leur propose une FIV ou un don d'emblée? Alors, même chose, je ne vais pas empiéter, mais ma réponse c'est il est vrai que j'ai parlé de la définition extrême et stricte avec l'aménorrhée. Mais il y a une phase où effectivement certaines femmes ont encore des cycles et elles sont dans la phase de... C'est une forme de vieillissement ovarien mais qui n'est pas encore extrême. Donc il faut les considérer comme des insuffisances ovariennes. Et, enfin, sans empiéter, je ne sais pas ce que veut dire Joël, mais moi je l'adresserais vers un don d'ovocytes rapidement, votre patiente, parce que la probabilité qu'elle ait une grossesse spontanée est extrêmement faible. Est-ce qu'il y a encore une place pour la biopsie ovarienne et la mesure le compte des follicules histologiques? Alors, la biopsie ovarienne, elle a un intérêt uniquement dans le cadre de la recherche. Pour la patiente, en tant que valeur prédictive positive de son insuffisance ovarienne, ce n'est pas supérieur au dosage hormonaux. Donc, prendre le risque d'une intervention pour prouver à la patiente qu'elle a une insuffisance ovarienne, je crois qu'en 2008, c'est pas raisonnable. Dans le cadre de la recherche, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est des cas très particuliers et je pense qu'il ne faut pas préconiser une biopsie ovarienne parce que au maximum, le follicule il sera dans la lame au laboratoire et pas dans l'ovaire de la patiente. Oui, je voulais poser une question à Sophie. C'est à propos des aménorrhées primaires et de la fertilité, parce que j'ai vu récemment une jeune fille de 17 ans qu'on m'envoyait pour un spotting. Elle était sous traitement hormonal substitutif avec des petites doses. Donc c'était une aménorrhée primaire qui avait eu un début de développement pubertaire, ça s'était arrêté, une FSH à 100. Et donc comme elle saignait, j'ai augmenté un petit peu sa dose d'œstrogène et 3 mois après, elle s'est trouvée enceinte. Et moi, j'avais aussi la notion qu'une aménorrhée primaire, le risque de grossesse était quand même très faible. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres cas ou si ça oriente vers certaines pathologies particulières. Le cas que vous rapportez est tout à fait exceptionnel, hein. Mais c'est vrai qu'en médecine, il ne faut jamais dire jamais. Donc, ça pose un problème pour le traitement, bien parce sûr, que c'est vrai que faire une IVG, bon, elle a gardé la grossesse, mais bien sûr. Donc on n'est jamais complètement tranquille, même pour une aménorrhée primaire. Et ça montre aussi que le meilleur traitement, ça reste le traitement hormonal substitutif pour avoir la grossesse. Parce que je me suis demandé si le fait d'avoir augmenté les doses d'œstrogène n'avait pas... Non. Je voulais poser une autre question qui est un petit peu hors sujet parce que c'est pas vraiment des IOP, c'est à propos d'une insensibilité aux androgènes. Quand on les traite par œstrogènes, dans la mesure où elles n'ont pas d'utérus, est-ce qu'on peut donner des œstrogènes seuls, même au long cours? Bien sûr. Oui, c'est l'attitude actuelle. Dominique, après Patrick. Moi, c'était une question pour Marc Fellouz. Il est incontestable que les techniques, notamment de génome wide scan, vont permettre d'identifier de nouveaux candidats. Cependant, on est quand même frappé avec l'évolution de la recherche qui se poursuit quand même en dépit de l'insuffisance des moyens, qu'un certain nombre de gènes ont été identifiés et que, en dépit des données venant des modèles animaux, du modèle animal, la fréquence avec laquelle on trouve des mutations dans la population humaine est remarquablement basse. La question, c'est qu'on voit actuellement pointer un certain nombre de travaux qui s'intéressent non plus à la structure du gène telle qu'elle est dans le génome, mais à l'expression du gène tel qu'il est dans l'organe où il doit réaliser sa fonction. Et l'on voit pointer dans des travaux sur des variants d'épissage, des choses comme ça. Alors j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui a une forte expérience pour savoir si finalement cette partie-là, cette orientation-là est susceptible dans les années qui viennent de prendre
une grande importance de finalement redresser des choses qui font que pour des mutations non identifiées de BMP15 ou de GDF9, on va peut-être s'apercevoir que le problème n'est pas de GDF9 dans son entier, mais de GDF9 au niveau ovarien et de ces variants d'épissage. Je prends cet exemple complètement au hasard, bien entendu. Non, c'est sûr que la question qu'on m'a posée sur l'haploinsuffisance démontre que la régulation, c'est-à-dire avoir suffisamment de protéines au bon moment dans le développement d'un follicule, c'est très important. Ces organes sont très sensibles à la fois au dosage et l'expression temporelle. Mais je crois que justement l'approche, la dernière approche que je vous ai dit qu'on appelle génome scanning, elle permet de mettre le point non pas sur des mutations dans le gène, mais dans le promoteur. Ou dans des sites, des introns qui régulent justement leur épissage. L'intérêt du génome scanning, c'est qu'on regarde tout, à la fois le gène de structure, mais aussi ses éléments de régulation. Et s'il y a un variant, on va mettre le doigt dessus. Mais évidemment, la difficulté, c'est si c'est des maladies hétérogènes, c'est-à-dire que ces mutations promoteurs sont rares, il faudra augmenter le nombre de patients. Aujourd'hui, pour le diabète ou pour le cancer du poumon, parce que ça touche, ces résultats sont passionnants à la fois pour le cancer de la prostate et le cancer du... Ils ont étudié 1000 patients. Alors ça voudrait dire que pour les IOP, il ne faudra pas étudier uniquement 1000 patientes, mais peut-être 2000, 3000. Mais ça, je pense que c'est un problème faisable, simplement il faut en avoir le moyen. L'avantage que la France a par rapport à d'autres pays, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est que notre clinique, elle est très bonne. Parce que le point important, c'est de bien phénotyper les patients et qu'on étudie les mêmes catégories de patients. Et l'avantage que nous avons, nous, en France, par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a une très bonne clinique qui donne des patients très, très phénotypés. Malheureusement, ça ne suit pas du côté financement. Oui. Bon, ma question à Marc Fellouz. Marc, est-ce que tu penses que dans la mesure où la connexine 43... Je te vois pas. Celui-ci. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui, la connexine, c'est toi qui... J'étais sûr que tu allais poser une question. Non, mais dans la mesure où elle est très ubiquitaire et elle joue un rôle majeur au niveau du cerveau, du cœur, etc., tu penses que des mutations humaines de la connexine 43 dans l'IOP ou dans la stérilité masculine sont envisageables? Attention, c'est des mutations hétérozygotes, hein. C'est pas des mutations homozygotes. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer que, premièrement, deuxièmement, chez la souris, les mutations de connexine entraînent pour 37 et 43 l'équivalent d'une IOP. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le séquencer. Donc c'est des mutations hétérozygotes. Ça voudrait donc dire qu'il faut avoir 2 allèles pour avoir un développement ovarien. C'est comme ça qu'on le conçoit. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Ce qu'il nous faudrait, c'est un test fonctionnel pour montrer que ces protéines sont altérées. Mais... La dernière question. Je voudrais savoir si le syndrome des ovaires résistants aux gonadotrophines, le fameux syndrome de Savage, rentre dans le cadre de l'IOP, ou bien c'est un syndrome à part. Et là, je reviens à la biopsie de l'ovaire. Lorsqu'on fait une biopsie de l'ovaire et qu'on trouve justement des follicules primordiaux, le traitement contradictoire, malgré une FSH et LH élevée, on donne une très forte dose de gonadotrophine et on a eu une grossesse. Alors, le syndrome de résistance aux gonadotrophines, oui, ça existe. Et il y a eu des mutations identifiées du récepteur de la FSH chez 6 patientes à travers le monde, dont des Finlandaises initialement, qui ont effectivement le tableau que vous décrivez, donc avec une anomalie de la maturation des follicules. C'est un exemple d'anomalie de maturation des follicules. Donc, le fait d'avoir mis des gonadotrophines n'est peut-être pas la cause de l'obtention de la grossesse chez votre patiente. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, Joël va le dire, mais toute étude randomisée et bien menée a montré qu'il n'y a pas de traitement efficace mieux que le traitement hormonal substitutif. Donc vous verrez avec Sophie à la pause, parce que là ça va se... Je ne mets pas en doute les grossesses de votre patient.